deuxième partie de Périscope. Bonjour Olivier Lemal. Vous êtes le dirigeant du cabinet EIM. Vous êtes spécialiste du management de transition, je ne me trompe pas, c'est ça? Et je vous ai demandé de venir aujourd'hui pour qu'on évoque le cas de ces fonctionnaires fantômes. Alors la formule est elle-même d'ailleurs un peu fantomatique, mais on va s'interroger sur la façon dont on pourrait mieux gérer peut-être les ressources humaines dans la fonction publique. Il ne s'agit pas de dire qu'on va passer à la schlag. Au contraire, vous allez nous dire qu'il faut co-construire des process. Avant cela, on va prendre connaissance du dossier. Ces fonctionnaires fantômes sont momentanément privés d'emploi, mais ils ne sont pas privés de salaire, évidemment. Et vous allez voir aussi dans ce reportage que le terme « momentanément » ne convient pas vraiment. C'est la Chambre régionale des comptes de la Côte d'Azur qui a découvert le poteau rose. Marie Belot. C'est ici, à la Chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qu'un drôle de rapport fait surface. Les auteurs ciblent la situation singulière d'agents de la fonction publique du Var, des agents fantômes. En tout, 32 fonctionnaires territoriaux de Toulon, Cogolin et la Seine-sur-Mer perçoivent un salaire alors qu'ils n'occupent aucun emploi. Ces emplois fictifs portent un nom, FMPE, pour fonctionnaires momentanément privés d'emploi. Momentanément, pas vraiment. Pour certains, la situation dure depuis plus de 25 ans. Comment cela est-il possible? Dans les années 90, à Toulon et la Seine-sur-Mer, les services de traitement de l'eau et des déchets passent du public au privé. 120 fonctionnaires sont alors sans emploi et pris en charge par le Centre de gestion de la fonction publique, le Pôle emploi des fonctionnaires. L'objectif, les réaffecter, sauf que 24 d'entre eux attendent toujours. C'est un dispositif qui est protecteur pour les fonctionnaires territoriaux, mais là, nous sommes en face d'un dévoiement, parce que ce dispositif a vocation à d'être un dispositif provisoire transitoire, pas s'inscrire dans la durée, parce que personne ne peut comprendre qu'un fonctionnaire soit payé sur une aussi longue période, finalement, à ne rien faire. Ne rien faire, avec des fiches de paie allant de 1 400 à 2 200 euros par mois. Coût estimé pour les finances publiques, 1 million d'euros par an. Mais pour les syndicats de fonctionnaires, seul le centre de gestion est responsable. Parce qu'eux, ils n'ont rien demandé. Les 3/4 du temps, ce sont des agents à qui, du jour au lendemain, on annonce qu'ils n'ont plus de travail. On est censé vous retrouver rapidement d'un emploi, puisque vous êtes fonctionnaire avant tout. Avant d'être lié à une fonction, vous êtes lié à un statut. L'association Anticorps, de lutte contre la corruption, dénonce un autre problème et envisage de se porter partie civile. Il y a des agents qui sont sans affectation, mais qui parallèlement exercent une autre activité. Et là, on est dans un autre problème d'ordre pénal, c'est-à-dire le non-cumul entre une fonction administrative, territoriale ou pas, et une fonction privée. Et le Var n'est pas un cas isolé. En France, 442 fonctionnaires territoriaux seraient actuellement sans affectation. Alors, Olivier Lemal, on va relativiser les choses. Il y a presque 2 millions, 1 800 000 ou 900 000 de fonctionnaires territoriaux en France. C'est assez marginal en termes de volume, mais comme on est aujourd'hui comptable de l'argent public, on s'interroge. Et puis il y a deux choses dans ce reportage qu'il faut distinguer. Le dernier point qui est évoqué par le représentant d'Anticorps, c'est des fautes individuelles, des gens qui perçoivent un salaire de la fonction publique et qui sont employés dans le privé. Double boulot, interdit en effet. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment éviter ce type de situation. D'abord, quel est votre regard global sur la façon dont on gère la fonction publique? Est-ce que c'est trop vertical, trop administratif, pas assez humanisé? Alors, c'est évidemment complexe. Hein, oui. Et que les problèmes humains, le fait d'avoir un DRH ou pas, rentrent dans un ensemble beaucoup plus complexe, beaucoup plus large, qui est la transformation de la sphère publique, qui a besoin d'évoluer, qui a besoin de s'adapter aux nouvelles exigences économiques, aux nouvelles exigences des utilisateurs, des clients. Oui, des usagers. Des usagers ou des clients. Oui. Bon, et donc, il faut mettre ce problème du DRH un petit peu dans un sens plus large, qui est de la transformation. Oui, c'est une formule. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, la fonction publique coûte de l'argent et coûte trop cher par rapport à la richesse nationale, par rapport au budget. Et donc, le vrai sujet, c'est comment s'attaquer au surcoût ou au coût de la fonction publique qui n'est plus en rapport avec la richesse nationale. Cette représentante syndicale, là, elle disait quelque chose qui m'a frappé. Elle disait on est fonctionnaire avant toute chose. Bon, c'est un argument qu'il faut utiliser d'ailleurs pour dire que, écoutez, vous étiez fonctionnaire à tel endroit, il n'y a plus de besoin.
les usages des consommateurs, comme vous l'avez dit, se sont déplacés, les besoins ont évolué. On n'a plus le même besoin de service public aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Or, la fonction publique, elle n'a pas beaucoup changé dans ce domaine. Vous êtes fonctionnaire, vous passez de telle fonction à telle autre, avec de la formation d'ailleurs au passage. Alors, c'est un point qu'il faut effectivement encourager, et je pense que le fait d'être fonctionnaire à vie n'a pas, me semble-t-il, d'impact sur la mobilité. Non. Au contraire, il faut en assumer les conséquences. Oui, donc c'est quelque chose forcément à encourager, et cette mobilité, on l'a aujourd'hui dans toute la sphère privée, et il y a peut-être là des enseignements à chercher dans le privé. Précisément, est-ce qu'on pourrait importer les bonnes pratiques du privé? Mais on va prendre des précautions. Le privé, c'est pas l'enfer, et le public, le paradis. Vous voyez ce que je veux dire dans le domaine social? Dans le privé, les gens vivent, respirent, travaillent. C'est pas, vous voyez, un carcan. Et se développent. Se développent bien même. Donc, est-ce qu'on pourrait importer dans le public des méthodes qui marchent dans le privé et qui sont de nature à convaincre tout le monde, y compris les intéressés? Alors, je pense que le privé a beaucoup de choses et a une courbe d'expérience extrêmement forte dans ce domaine, dans la transformation. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont obligées de se transformer, sont obligées d'évoluer. Et ce qui faisait le succès des entreprises hier n'est pas forcément ce qui fait le succès des entreprises aujourd'hui. Ouais. Donc, la première chose, c'est d'arrêter les dogmes. Il ne faut pas penser que parce qu'on faisait ça il y a 10 ans ou il y a 20 ans, on doit continuer à le faire. Il y a certainement des très bonnes choses à garder. Il y a l'ADN de l'entreprise à sauvegarder et à développer, mais les conditions de l'environnement changent et les dogmes doivent être absolument cassés et la sphère publique doit faire la même chose si elle veut ne pas être complètement en dehors de toutes des besoins des clients. Des contribuables, absolument. Alors, dans les entreprises privées, en général, on cherche à mobiliser tout le monde. C'est un des éléments. Ouais. Moi, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais vous allez me dire, l'entreprise privée, elle est un peu plus horizontale. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'il y a une contrainte de marché, on le change. L'administration, ça paraît un peu plus compliqué parce que vous l'avez définie comme complexe, et c'est vrai qu'elle est complexe, c'est aussi pour ça qu'elle est complète, d'une certaine façon. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, par exemple, dans votre métier, dans le privé, qui pourrait être utile dans le public ? Alors, le premier point, quand on veut mener une transformation, il faut qu'il y ait une vraie volonté et que la direction générale de l'entreprise incarne ce changement. Mais il y a aussi à communiquer, et quand on parle de communication, c'est même simpliste, il faut faire adhérer les équipes, et donc il faut demander ce qu'elles pensent, comment elles font, et souvent il y a une intelligence collective qui est extraordinaire au sein des entreprises, et tout le bon chef d'entreprise qui veut transformer ou faire évoluer son entreprise passe par ce développement, cette écoute également des équipes qui doivent se prendre en charge et comprendre les objectifs et être force de proposition. Mais ce qui est vrai dans le privé doit l'être dans le public aussi. Enfin, on n'est pas fonctionnaire, c'est pas un caractère. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi de l'énergie et de l'intelligence collective dans la sphère publique. Mais absolument. Donc, ce que je dis, c'est qu'effectivement, c'est tellement complexe, il faut probablement, dans la sphère publique, faire des chantiers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire, on va réformer tout changer d'un seul coup. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il ne faut pas non plus penser qu'on va faire ça top-down, ce qu'on appelle top-down, c'est-à-dire que parce qu'il y a la volonté ou la direction veut faire des changements, elle va les imposer à toutes les équipes partout, etc. On va perdre toute la complexité, toute la richesse de cette administration, de cette fonction publique. Donc, au contraire, il faut qu'il y ait un vrai dialogue qui s'instaure, et le privé le fait, mais au quotidien. C'est le quotidien des chefs d'entreprise. Mais parce qu'on a une fonction publique un peu trop historique, un peu trop rigide, administrative. Alors, il y a énormément... Il y a notre histoire qui pèse aussi dans tout ça. Probablement, il y a une histoire, mais il y a une histoire dans les entreprises aussi, et il faut en savoir en sortir, aller vers d'autres choses et voir de façon lucide là où on est bon et là où on est moins bon. Et les gens de la fonction publique doivent être les acteurs eux-mêmes de leur changement. Est-ce qu'il y a des pays européens qui ont réussi ce chantier-là que vous évoquez? Alors, prenons l'exemple des Pays-Bas.
qui est un pays dans lequel il y a une fonction publique qui est très opérationnelle, qui sert tout à fait bien les usagers, les contribuables, et on n'a pas de déficit budgétaire, on a un excédent budgétaire. Oui, petit chômage, alors pas de chômage, des excédents budgétaires, pas d'inflation. La Hollande, on nous parle souvent de l'Allemagne, mais la Hollande, c'est l'exemple parfait. Et alors, la dette publique, elle est à 53% en 2018, quand on est à plus de 100%, pas loin de 100% du PIB en France. Donc, effectivement, la Hollande est un exemple où là, la sphère publique a su donner des missions, des chantiers de transformation à des dirigeants du privé. Donc, et ça se fait au niveau des collectivités, ça se fait au niveau des communes, ça se fait au niveau national dans ce qu'on appelle des Chief Transformation Officers, excusez-moi cet anglicisme, mais des patrons du changement. Des patrons de la transformation. Et puis ça se fait aussi dans des secteurs bien particuliers, dans l'hospitalier par exemple, et ça fonctionne. Est-ce que ça a provoqué des mouvements sociaux? Est-ce qu'il y a des perdants? Non, mais ça redonne au contraire du sens et ça donne des perspectives de développement aux uns et aux autres. Donc ça n'a pas apporté, ça n'a pas fait perdre du service public, mais ça l'a mieux géré. Et au bénéfice de tout le monde et de l'image des gens qui travaillent dans le public. Alors, attendez, se faire décrier comme se fait le public, c'est pas agréable. C'est pour aucun agent public, c'est acceptable. Les Français sont un peu dans le paradoxe d'ailleurs, parce qu'on a tout à la fois on est très critique à l'égard de la fonction publique, mais on aime bien utiliser les services publics, et c'est rendu par des gens. Vous voyez, dans le domaine de la santé, l'éducation, je dirais pas grand-chose. Je dirais quand même un mot aussi, c'est que les profs qui s'engagent dans une grève de correction des copies aujourd'hui sont parfaitement irresponsables parce qu'ils jouent avec l'avenir de nos enfants. Je referme la parenthèse. Je voudrais vous faire écouter une voix, vous l'avez sans doute déjà entendue, c'est Jean-François Barnaba. Jean-François Barnaba, c'est quelqu'un qu'on a invité sur ce plateau à LCI, qui a été un des Gilets jaunes, lui-même concerné d'ailleurs par le sujet qu'on évoque, puisqu'il est fonctionnaire sans affectation aujourd'hui. Et il a une idée simple dans cette affaire qui me paraît tout à fait utile au débat. Ce serait un privilège, un bénéfice d'être privé d'emploi. Ce qu'il faut, c'est changer le système. Et vous savez, il y a un moyen très simple, mais vraiment très simple. Pourquoi n'y pense-t-on pas ? C'est tout simplement de dire qu'à chaque fois qu'il y a un recrutement dans une collectivité, eh bien, les fonctionnaires qui sont privés d'emploi sont prioritaires pour occuper les emplois en question. Écoutez, quand j'ai entendu ça, les bras m'en sont tombés. Parce que c'est l'évidence, non? Il a raison. Mais attendez, c'est le bon sens. Ouais. C'est le bon sens. C'est pas le cas, manifestement. C'est étonnant. C'est étonnant. Et donc là, parfois, on se dit, bien sûr, vous avez raison, il ne faut pas que ce soit brutal, mais au fond, ma question, qu'est-ce que c'est qu'une bonne transformation, alors ? Alors, une transformation réussie, c'est d'abord celle qui atteint des objectifs quantitatifs, des indicateurs, et on mesure la performance, donc c'est pas quelque chose de flou, c'est quelque chose de tout à fait... On doit aboutir à tel résultat. Voilà. Par contre, le comment on va le faire, eh bien c'est aux équipes, c'est aux hommes et aux femmes qui sont en charge de ces tâches, qui doivent contribuer et faire en sorte qu'il y ait une meilleure efficacité, une meilleure efficience de l'ensemble. On y viendra un jour, Olivier Le Mal, aux managers de transition, y compris dans l'administration. C'est inéluctable. Alors, on viendra aux hommes du privé qui aideront nos amis du public. Il faut arrêter d'opposer le public et le privé. Je crois qu'il faut également arrêter de mettre de la politique là où il n'y en a pas forcément. Quand on y a des enjeux économiques aussi importants, il est essentiel de savoir quel est le rôle de la politique et pas en faire à tout bout de champ. Parce que dès qu'on fait des enjeux politiques, on bloque le système. Voilà. Donc, je crois qu'il y a des progrès à faire. Mais oui, les managers de transition sont une des ressources au service du public. Merci beaucoup, Olivier Le Mal, patron du bureau parisien d'EIM. Bonsoir, Arlette Chabot. Bonsoir, Pascal Perry. Et alors, dites-moi, de quoi débattons ce soir? Alors, eh bien, on parlera aussi, bien sûr, d'APL, sujet ultra sensible, politiquement très, très difficile. Et puis, techniquement très simple, hein.
Oui, on en a parlé là pendant une demi-heure, c'est simple. Oui, c'est simple, mais politiquement, c'est très très compliqué. Hein, voilà. On parlera aussi du mode d'action de ceux qui s'opposent à des projets du gouvernement, le bac, les urgences, voilà. On en débat avec Judith Ventraux, mais je viendrai. Merci beaucoup Arlette Chabot. Le débat, comme chaque jour, à 17h sur LCI. Merci encore de votre fidélité à Périscope et à demain.